pourquoi cet individu est comme ça, sans faire de la psychologie de comptoir ou sans juste passer son temps à le dénigrer en le traitant d'imbécile, de vilain, bonhomme, etc. Même si, des fois, on peut avoir des réflexes comme ça. Voilà. Je pense qu'il faut aller évidemment au-delà, et pour reprendre les expressions consacrées de plateau de télé, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous allez entendre cette phrase régulièrement. Pour répondre à la première question de Laurent, il se trouve que j'avais déjà suivi un peu le parcours de Trump sur le premier mandat, enseignant en relations internationales, et évidemment me penchant, travaillant sur le Moyen-Orient, sur tous ces conflits que les États-Unis avaient essayé de résoudre, depuis le Vietnam jusqu'à l'Afghanistan, et beaucoup de conflits en réalité quelque peu un peu ratés, que ce soit des conflits ou que ce soit des reconstructions d'États, comme c'est ou ce fut le cas par exemple de l'Afghanistan. Donc il y avait quelqu'un qui promettait de se retirer de tous ces terrains-là dans un contexte où en général on a plutôt tendance à passer son temps aussi à critiquer la présence des États-Unis et l'interventionnisme des États-Unis. Et bien là, avec quelqu'un comme Donald Trump, on a l'impression d'être totalement au contraire en panique parce qu'il annonce qu'il veut se retirer de tous ces terrains. Alors en ce moment, c'est pas très clair, mais je pense que tout ça va s'éclaircir assez rapidement. Et donc le 5 novembre, quand Donald Trump a gagné cette élection, ça faisait déjà, sans être Madame Irma ou lire Le Mar de Café, ça faisait déjà quand même quelques temps que j'avais quand même ce sentiment, petit à petit, en suivant au-delà de l'actualité, d'essayer d'avoir le sentiment de comprendre que Donald Trump répondait à quelque chose de très précis du côté des États-Unis, au-delà de la désoccidentalisation du monde, au-delà de l'émergence de ces autres pôles d'influence, mais de pays, voire d'aires géographiques ou géopolitiques, qui voulaient quelque part en finir avec le leadership occidental. Je me disais que peut-être que les États-Unis, pris dans cette peur panique du déclin ou du sentiment décliniste, avaient besoin quelque part d'avoir une sorte de messie qui pourrait leur promettre monts et merveilles, et surtout to make America great again, et surtout de faire à nouveau de l'Amérique la première, America first, faire en passer en premier les États-Unis et faire que les États-Unis restent et gardent leur avance sur un certain nombre d'autres pays et d'autres puissances. Bref, Trump réussi à occuper l'espace avec ses affaires, et de toute façon, tous ceux qui étaient fascinés par Trump considéraient que les gens lui en voulaient et finalement voulaient avoir sa peau. Donc il a toujours réussi à retourner de son côté tout ce qui avait été fait pour essayer de le démonter, pour essayer de l'écarter, pour essayer de le mettre en prison. Ça, évidemment, en France, ça n'existe pas énormément. Mais cela dit, je reviens dans les premiers chapitres du bouquin en disant que ce type de personnage excentrique, polémique, à la croisée des médias et des politiques, a quand même un père spirituel. Alors aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on inverse la vapeur. Je démarre sur Berlusconi. Quand je traite Donald Trump de nouvelle icône pop, c'est pop au sens de pop star, mais c'est aussi pop au sens de populiste, ce qui n'est pas forcément qu'un gros mot. Mais en tout cas, il a pu être à bonne école. Berlusconi a certes provoqué des scandales, même genre d'affaires d'ailleurs, avec les filles, l'histoire de Bogo, je ne sais plus quoi, enfin tout ce genre d'histoire-là. Voilà, les histoires un peu mafieuses, un peu obscures entre les médias, la politique, etc. Berlusconi avait fait la même chose, et je peux vous assurer, j'ai une maison en Italie, une petite, je ne suis pas au bord du lac de Côme, mais je vois énormément de gens qui ont encore, malgré la mort de Berlusconi, une fascination pour le personnage et pour la capacité que ce bonhomme a eu à incarner une forme d'Italie, à mettre l'Italie sur la scène européenne et internationale, qu'on s'en souvienne pour les trucs bien ou pour les choses pas bien, mais finalement à défendre une identité, à défendre un pays, à être patriote, à être quelque part assez nationaliste, et surtout avoir cette hargne, ce caractère, cette autorité qui souvent manque un peu dans certains de nos pays, avec une sorte d'affadissement général, d'affaiblissement de l'autorité qui peut paraître comme l'apanage de nos démocraties aujourd'hui, mais qui marque pour beaucoup une forme de faiblesse qui ne correspond plus à un corps électoral qui préfère, comme vous le savez aujourd'hui, un peu plus d'autorité, pour ne pas dire autre chose. La tentative d'assassinat et la deuxième ont fini de fédérer ce courant qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on parle des fondamentalismes religieux
du côté des terres d'islam, avec l'islamisme, le djihadisme, etc. On parle de courants radicaux, et c'est clair, ils existent en Israël avec ceux qui n'appellent même plus la Cisjordanie, mais l'appellent la Judée-Samarie, ces fameux nationalistes religieux qui n'ont qu'une envie, c'est de finir de conquérir ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, ce qui aurait dû être ou ce qui devra être un jour l'État palestinien. Et on sait à quel point aujourd'hui, côté américain, les évangéliques jouent un rôle crucial dans la détermination de la politique étrangère américaine, mais également dans cette vision très culturaliste de ces Américains qui doivent survivre contre les ennemis. C'est Samuel Huntington, le choc des civilisations, et les États-Unis incarnent encore un peu ce phare éclairé malgré les dérives. En tout cas, c'est ce que eux défendent. Ces évangéliques-là se sont tous retrouvés derrière Trump. Il suffisait quelque part d'un signe un peu divin. La tentative d'assassinat avec cette image incroyable où Trump se relève, il aurait pu manquer qu'il fasse le signe nazi, il ne l'a pas fait. Mais qu'il se relève après cette fameuse balle qui lui a écorché l'oreille, pour que beaucoup y voient quelque chose de christique. Et Trump est devenu du coup ce personnage, en plus d'avoir été médiatique, d'avoir été politique, de devenir une sorte de personnage quasiment immortel qui a réussi à vaincre la mort et qui, après, l'a dit, par intérêt bien sûr pour ses électeurs évangéliques, que c'était Dieu qui l'avait sauvé. Mais ces éléments-là, on l'avait déjà vu au temps du premier mandat. Je ne sais pas si vous vous souvenez des images de Donald Trump qui, dans le bureau ovale, prie sur la Bible. Alors bon, de toute façon, l'inauguration, c'est toujours sur la Bible, mais prier avec sa fameuse Sarah Paul, si elle s'appelle comme ça, cette fameuse télé-évangéliste qui déchaîne les foules et passionne les foules et qui était un peu l'évangéliste préféré de Donald Trump. Donc, il a toujours été très proche, évidemment, ce qui se passe en Israël. Vous savez que les principaux soutiens de la cause israélienne, en tout cas de la politique israélienne actuelle, un peu plus radicale, on va dire, pour ne pas dire autre chose, de Benjamin Netanyahou et de sa coalition ultra-nationaliste avec Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, sont largement soutenus par les sionistes chrétiens qui sont dans cette idée que plus vite on accélérera la réalisation complète de l'État d'Israël, Eretz Israël, le Grand Israël, plus rapidement le Messie reviendra sur terre.